Et c'est l'heure du débat sur LCI avec pour commenter l'actualité de ce lundi 5 août. Anne Herry, bonjour. Bonjour. Maire Les Républicains de Chevreux, c'est dans les Yvelines. Grégoire Verrière de Génération, bonjour. Parti de Benoît Hamon, pour mémoire. Valérand de Saint-Just du Rassemblement National, bonjour. Bonjour. Et Jérôme Dubu, conseiller de Paris, République En Marche. Bonjour. Bonjour. On va commencer par les suites, oui encore, et toujours de la mort de Steve Canisso, les éventuelles conséquences politiques avec ce lundi. Et c'est assez rare pour être signalé, une prise de parole sous forme d'interview dans Libération de deux responsables de l'IGPN. Ils reviennent sur ce rapport dont Édouard Philippe, mardi dernier, disait ceci. Il ne peut être établi de lien entre l'intervention des forces de police et la disparition de M. Steve Maya Canisso. Ce rapport met en évidence des difficultés liées à l'intervention, consécutives à des jets de projectiles en direction des policiers, et mené dans un rapport de force défavorable qui a conduit à l'emploi de moyens lacrymogènes. Il met également en évidence des interrogations sur la préparation de cet événement. Voilà, c'était mardi dernier. Précision de ces responsables de l'IGPN ce matin. On va retenir quelques déclarations. Cela ne blanchit pas, disent-ils, qui que ce soit. Il n'y a pas eu de charge des policiers qui se trouvaient dans une situation où il était légitime de riposter. Et ils insistent, c'est une enquête administrative. Comment analysez-vous cette interview? C'est assez rare, hein, on va le rappeler, que les responsables de l'IGPN prennent la parole, répondent à une interview, en plus en Libération. Je pense que depuis quelques jours maintenant, depuis que le corps de Steve a été retrouvé, on a un vrai problème de communication. Les faits sont là. Maintenant, les enquêtes, qu'elles soient administratives ou judiciaires, ou le rapport de l'IGPN avance. J'aurais souhaité que ce soit dans plus de sérénité, mais parallèlement à ça, on a un vrai souci de communication. Le ministre de l'Intérieur n'a pas été exemplaire, on va dire, et n'a pas su calmer les grandes inquiétudes des habitants de Nantes et même plus largement. Il est nécessaire, maintenant le Premier ministre est monté au créneau. Je crois que voilà, on est vraiment dans un effort de grande communication pour apaiser le plus possible les mois quasi nationaux autour de cette affaire. Bon, ça reste de la communication. Les faits et la justice viendront en leur temps et j'espère avec plus de sérénité que ce qu'on peut observer ces dernières semaines. Et le plus rapidement possible, parce qu'évidemment ça va aussi de pair, mais le temps de la justice, évidemment, c'est pas celui des médias. Hein. Tout à fait. Jérôme Dubu. Oui, sur ce rapport d'abord de l'IGPN, je crois qu'il a été interprété de mauvaise façon, ce qui effectivement provoque la réponse des concernés ce matin dans Libération. D'abord, je crois qu'il faut rappeler que l'IGPN, c'est une enquête qui a été faite de manière totalement indépendante et objective. J'ai entendu un certain nombre de gens qui ont mis en cause l'objectivité de ces fonctionnaires. Je rappelle que ce sont des fonctionnaires totalement indépendants qui ont établi un certain nombre de faits. Ils ne sont pas complètement indépendants, attendez, ils sont la hiérarchie. Non. Ministre, un fonctionnaire... Non. C'est un corps indépendant qui fait des rapports systématiques, qui aujourd'hui a fait un rapport de 250 pages, dont on a eu 10 pages dans l'extrait. Bon, personne n'a lu les 250 pages du rapport de l'IGPN. On a eu 10 pages d'extrait, et qui disent quoi? Qui disent en réalité qu'aucun fait aujourd'hui réel ou constaté n'a pu expliquer les raisons pour lesquelles ce pauvre jeune homme qui est décédé est tombé dans l'eau. C'est ça la conclusion. Aucun fait réel. Ils ne disent pas que la charge de police n'a pas entraîné un certain nombre de gens dans l'eau. Ils disent qu'aucun fait réel ne peut être constaté. Ils disent qu'il n'y a pas eu de charge. Hein. Ils disent, si. Il dit, le rapport dit qu'il y a une charge. C'est quand les policiers. Le rapport dit, dans les 10 pages, vous avez très clairement indiqué qu'il y a une charge de gaz lacrymogène qui aurait provoqué. Simplement, il n'y a pas de fait constaté réel aujourd'hui. Mais pas dans l'interview ce matin. Alors, il y a une deuxième enquête. De charge dans l'interview. Une deuxième enquête qui va être faite, qui est faite par un corps qui s'appelle l'Inspection Générale de l'Administration, qui va compléter cette première enquête. Et puis après, comme vous le disiez, madame, tout à l'heure, il y a un certain nombre de faits juridiques, puisque la justice est saisie, et il va falloir attendre les faits juridiques.
Le 4 septembre, nous aurons le rapport de l'inspection générale de l'administration, et puis après, nous aurons des enquêtes, bien évidemment, plus approfondies par la justice. Allez, Valérie Ranssin-Just. Moi, je suis déjà exprimé sur ce sujet-là la semaine dernière. Je prends ça un peu sur le plan politique. Je ne mets pas en cause l'IGPN et la compétence de ces fonctionnaires. Moi, je vais parler plutôt de M. Philippe et de M. Castaner, parce que cet incident de Nantes est quand même très grave. Lors d'une fête de la musique, la police est obligée d'intervenir à 4 heures du matin. Plusieurs personnes tombent dans l'eau, et ce garçon aussi, et il en meurt d'être tombé dans l'eau. C'est quand même particulier de mourir à l'occasion d'une fête de la musique à 4 heures du matin, et ça crée un grand émoi, surtout dans les circonstances actuelles. Ce que je reproche, moi, au gouvernement, à M. Philippe et à M. Castaner, c'est dès le lendemain où l'on retrouve le corps de Steve, de cette malheureuse victime, d'apparaître à la télévision et de ne se servir que du rapport de l'IGPN, qui doit, ne pas aimer d'ailleurs, être mis comme ça sur le devant de la scène. L'IGPN est un organe de contrôle à l'intérieur de l'administration. Le chef de l'IGPN, Mme Julien, est nommé par le ministre de l'Intérieur. Je ne mets pas du tout en cause, mais je dis que c'est maladroit. Et j'ai dit, moi, dès le départ, qu'il aurait fallu obtenir de la part de la justice, de la part des juges d'instruction, des éclaircissements très rapides sur cette affaire. Parce que là aussi, il y a un autre dysfonctionnement. Le procureur de la République de Nantes a demandé l'ouverture d'une information judiciaire. Il est le seul à pouvoir faire très tardivement, d'ailleurs concomitamment au moment où on a retrouvé le corps de Steve, il fallait le faire avant. Et qu'est-ce qu'on a appris vendredi ou samedi? Que les juges d'instruction, les 2 juges d'instruction saisis par le procureur de la République, demandaient leur dessaisissement. Je ne sais pas si on a approfondi cette question. Oui, on l'a fait. C'était pour être dépaysé. 2 juges d'instruction qui viennent d'être saisis, qui demandent leur dessaisissement. C'est rare au début de la procédure. Ça arrive en cours de procédure. On n'a jamais vu ça. Le rapport de l'IGPN a été demandé le lendemain. Oui, je suis d'accord. Mais le ministre s'en sert. Cet incident malheureux, vous ne pouvez pas dire qu'on ne pouvait pas aller plus vite. Et que n'aurait-on dit si le Premier ministre ne s'était pas exprimé alors qu'il avait le rapport de l'IGPN? On aurait dû cacher des choses. L'organe judiciaire, protecteur des libertés publiques, beaucoup plus indépendant que ne l'est l'IGPN, sans encore une fois mettre en cause l'IGPN en soi. L'organe judiciaire, notamment le procureur et surtout les juges d'instruction, devaient être saisis et travailler très vite. Ils demandent leur dessaisissement, mais qu'est-ce qui se passe dans ce dossier? Pourquoi des juges d'instruction, que des avocats ou des prévenus demandent le dessaisissement de juges d'instruction, ça c'est journalier, c'est extrêmement fréquent. Mais que les juges eux-mêmes disent non, on ne va pas pouvoir travailler dans cette affaire, on demande que ça soit un autre tribunal, qu'est-ce qui se passe? C'est plutôt ça. Ah ben oui, mais on a eu la réponse, on l'a donné sur la part des magistrats pour être dépaysés, entre autres parce qu'ils mettaient en avant que ce dossier, on s'en rend compte, est quand même un petit peu est extrêmement sensible dans la circonscription. Donc c'est ce qui nous a été répondu. D'accord, mais tous les dossiers, les dépêches avec c'est la première fois qu'on voit un tribunal, des juges d'instruction, ne pas vouloir s'occuper d'une affaire de son ressort parce qu'elle est délicate. Enfin, ah non, c'est pas la bon, Grégoire Verrière, qu'on n'a pas encore entendu. Mais écoutez, moi je trouve que les mots du Premier ministre, ils sont choquants. Parce que c'était l'anniversaire de la mort de Jaurès il y a peu, qui disait que le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire. Et ce n'est pas ce qu'a fait le Premier ministre. Qui peut croire, franchement, que plus d'une dizaine de jeunes sont tombés dans l'eau comme par magie? Évidemment que la charge policière a un lien avec la chute de Steve dans la Loire. Aujourd'hui, c'est toute la jeunesse qui est en deuil et il faut tirer très rapidement les conséquences de ce qui vient de se passer parce que c'est pas la première fois qu'un jeune meurt après une intervention de la police. On peut penser à Adama, on peut penser à Ziad Bouna, on peut penser à Rémi Fraisse, à Sivins, etc. On a des jeunes qui meurent après des bavures policières. Et aujourd'hui, nous réclamons une conférence de consensus pour remettre à plat les pratiques de maintien de l'ordre aujourd'hui en France pour les mettre en accord avec nos principes républicains, parce que manifestement, ce n'est pas le cas et ça conduit à des drames. Cela doit cesser. Une petite parenthèse, qu'est-ce que ça dit des rapports entre l'institution police et la place Beauvau ?
parce qu'on peut aussi s'interroger, est-ce qu'ils ont eu l'aval du ministère de l'Intérieur pour répondre à cette interview? Est-ce que c'est de leur propre initiative, parce que un petit peu mécontent de tout ce qu'ils pouvaient lire, entendre? Enfin voilà, est-ce que pour vous ça inspire un commentaire ou bien non? Ça prouve. Ils sont exprimés, tant mieux. Surtout la liberté de parole et la liberté de ton de l'IGPN. Enfin, moi je veux bien qu'on mette en cause un certain nombre de gens à l'intérieur de cet organisme de contrôle. On ne les a pas mis en cause, monsieur Dubuche, ne vous sentez pas accusé. Depuis une quinzaine de jours, on entend que ce rapport n'est pas bon, que ce rapport est incomplet. J'ai pas dit que ce rapport n'était pas bon. On l'entend tous les jours. Mais attendez, sauf erreur de ma part, personne n'est juge autour de cette table. Il faut quand même laisser le temps, la justice. La France n'est pas particulièrement... Attendez, je vais juste terminer. La France est... travailler rapidement. Peut-être, mais la précipitation dans ce genre de situation n'est peut-être pas la meilleure chose qu'on puisse attendre. À mon avis, il faut le temps. Personne n'est juge autour de cette table. On a des éléments parcellaires. Je pense qu'il y a aussi une occasion, je ne vais pas m'ériger en grande défenseur du ministre de l'Intérieur, mais enfin c'est une occasion d'aller écorcher, égratigner le ministre de l'Intérieur dont certains ne se privent pas. Je ne pense pas que ce soit du tout l'objet. Il y a peut-être des pratiques policières qui sont à revoir et je peux vous rejoindre là-dessus. Il y a effectivement un drame absolu qui s'est passé. Personne d'entre nous n'est juge et nous n'avons que des informations parcellaires. Donc on ne peut pas non plus... Il y a une affaire où la police est quand même concernée, les affaires traînent, on n'a aucune transparence sur... Ah non, vous ne pouvez pas dire ça. Écoutez, il y a encore des histoires avec Adama qui ne sont pas claires, la mort de Rémi Fraisse qui n'a jamais vraiment été éclaircie, et à chaque fois... Mais c'est pas parce que la police est intervenue que la justice va aller plus vite. C'est inhérent à notre pays. Les responsables politiques ont le tort, dans toutes ces affaires-là, d'essayer de mettre la poussière sur le tapis. Ils ont tort et devraient le plus rapidement possible. Et ça donne ces manifestations de samedi, où les Nantais, je crois, n'en peuvent plus. Bon, finalement, ça a été... Écoutez, ça s'est plutôt pas mal passé. Ouais, le préfet qui était très attaqué... Vous vous contentez de peu, monsieur Dubuche. Le préfet de Loire-Atlantique vous en avez vu d'autres, c'est certain. Mais quand même, de sanctuariser le centre-ville de Nantes. Il faut... Enfin, je ne sais pas si dans votre mouvement, dans votre majorité, dans votre exécutif, vous avez une vraie notion de la paix publique en France. Elle est toujours délicate à maintenir. J'ai pas l'impression que vous vouliez... Je ne sais pas, vous jouez avec le feu. Et quand vous dites ça s'est plutôt bien passé samedi à Nantes, demandez aux Nantais, demandez aux commerçants nantais, ça ne peut pas se renouveler comme ça tous les samedis. Ils étaient ravis que ce centre-ville soit sanctuarisé. Enfin, oui, d'accord, mais bon... ça très bien ce qui s'est passé. Je trouve que les pouvoirs publics, comme le dit M. Verrières, dans toutes ces affaires-là qui sont délicates, devraient beaucoup plus rapidement, et à l'aide d'autres éléments qu'un simple rapport de l'IGPN, une synthèse d'un rapport... Parce que Madame Julien, dans le journal Libération ce matin, que j'ai bien lu, dit non, vous ne verrez jamais, on la comprend d'ailleurs, ce rapport de 265 pages, c'est interne à l'administration. Alors la synthèse, bon, je pense qu'elle reflète le rapport, mais encore une fois, on peut avoir des doutes. Je trouve regrettable que nos deux compères, là, M. Philippe et M. Castaner, amicalement, on est au mois d'août, le ministre de l'Intérieur, ne viennent pas plus rapidement dire vraiment ce qu'il y a dans ce dossier et que l'on peut... Non, mais moi j'incite, contrairement à ce que vous avez dit tout à l'heure, moi j'incite tout le monde à la plus grande prudence dans cette affaire. On ne peut pas faire des amalgames comme vous l'avez fait tout à l'heure. Moi je veux bien qu'il y ait des gens qui mettent la poussière sous le tapis comme vous l'avez dit tout à l'heure, mais il y a aussi des gens qui veulent exploiter. Et on l'a vu samedi. Justement. Ils veulent exploiter. C'est parce qu'il y a des gens qui veulent l'exploiter. Et on sait très bien à qui le crime pourrait profiter. Souvenons-nous de la violence exercée sur les Gilets jaunes. Souvenons-nous de la violence exercée sur les militants écologistes d'Extinction Rebelle qui manifestaient pacifiquement sur un pont à Paris, qui sont fait gazer à une manifestation interdite. Interdite, mais qui est pacifique. Aujourd'hui, en France, on a le droit de s'exprimer, on a le droit de manifester. Et aujourd'hui, on a quand même des libertés individuelles. Dans les manifestations, il y a quand même des règles. On est quand même dans un état de droit, il y a des règles. Vous devez déclarer une manifestation. L'encadrement des... Non mais attendez, le rapport de la force entre des gens qui sont assis très calmes et qui manifestent pacifiquement leur envoyer des gaz toutes les semaines, dans les yeux, environ 3 ou 4 manifestations par jour dans Paris qui se passent très très bien. La manifestation des jeunes sur le plan climat s'est passée dans un ordre parfait, parce qu'elle était déclarée, parce qu'elle était encadrée. Alors quant aux gilets jaunes, revenons-y, parce que précisément l'IGPN a été saisie de 288 cas. 288 cas. Elle en a traité à peu près 150, et il y en a à peu près 15 qui ont été déférés au procureur de la République. Voilà. Bon. Donc ne dites pas que les affaires n'avancent pas, c'est pas vrai.
Un mot sur Christophe Castaner. Il est en filigrane derrière tout ça. On va regarder, il y a une étude publiée sur sa cote de confiance, de popularité. 24% d'opinion favorable. Est-ce qu'il est fragilisé aujourd'hui? Il y a le sommet du G20 à Biarritz à la fin du mois. Alors, sous haute tension, là c'est un point d'interrogation, mais est-ce que le ministre de l'Intérieur est fragilisé? Je pense que depuis sa nomination, il est dans une situation qui est assez inconfortable. On a parlé d'un tandem au ministère de l'Intérieur, puisqu'il a été flanqué de M. Nunez. Et puis, quand on regarde les ministres de l'Intérieur précédents, que ce soit M. Cazeneuve, M. Valls, M. Sarkozy en son temps, on avait des gens qui avaient plutôt profité de ce Marocain pour en faire un tremplin politique. Après, certains sont tombés du tremplin, mais voilà, ça avait plutôt été cette configuration-là. Monsieur Castaner, bien évidemment, est fragilisé. Et puis, et je pense que peut-être il aurait été élégant, si on reste dans l'aspect communication, qui a fait, à mon sens, presque autant de mal que les faits tels qu'ils se sont produits, ou tels qu'on peut imaginer qu'ils se soient produits. Il aurait peut-être été élégant que, comme l'avait fait monsieur Cazeneuve en son temps, il présente sa démission, quitte à ce qu'elle soit refusée par le président de la République, mais ça aurait peut-être été un geste d'apaisement. Ceci dit, je pense effectivement que M. Castaner a un sérieux problème au niveau de sa communication. Il est quand même régulièrement, que ce soit pendant les manifestations des Gilets jaunes, les moments des Gilets jaunes, ou là encore, il a quand même eu à chaque fois les petites phrases qui n'ont fait qu'attiser les choses. Moi, je reviens sur les propos que je tenais tout à l'heure. Je pense qu'il faut plutôt prendre aujourd'hui l'apaisement, le temps de l'enquête, le temps de la justice et l'apaisement, et ne pas rejeter systématiquement de l'huile sur le feu, raviver les braises. Parler de mettre la poussière sous le tapis, moi je pense plutôt qu'on est dans un contexte où on a régulièrement, par la parole politique, par les petites phrases, plutôt tendance à rallumer les braises. Je parle des enquêtes sur les incidents, voilà, c'est ça. Bon, on va marquer une pause, on continuera, on s'interrogera. Oui, on s'interrogera sur... Il n'y a que madame qui a répondu, donc je vous poserai la question. Est-il fragilisé, le ministre de l'Intérieur? On s'intéressera aussi à la police, puisqu'elle a la cote. Eh oui, c'est d'après un sondage publié dans le journal du dimanche hier, puis on parlera quand même des municipales, ça vous intéresse au premier chef. À tout de suite. Allez, c'est la suite du débat. On s'est quitté avec cette question et ce chiffre concernant Christophe Castaner, 24% d'opinion favorable. Y a-t-il un problème, Christophe Castaner, ou bien peut-être tout simplement, est-ce un ministre affaibli pour... Qu'est-ce qu'on dit à La République En Marche écoutez, sur ce thème? Dès le lendemain de sa nomination, on a fait un procès en légitimité de Christophe Castaner. Il n'avait pas encore pris ses fonctions à Beauvau, qu'il était déjà critiqué de toutes parts. Donc il y a une critique originelle qui est forte de sa personnalité, que je trouve totalement injustifiée. Et puis, depuis, il y a effectivement un certain nombre de faits qui ont été établis et qui se sont passés. Bon, le ministre de l'Intérieur, il est fait pour être critiqué. Il est fait pour être critiqué. Alors, vous disiez tout à l'heure que certains s'en étaient tirés un peu mieux que... Mais ils n'ont pas eu à affronter la crise des Gilets jaunes, ils n'ont pas eu à affronter ce qui s'est passé à Nantes, etc. Il y a eu quand même des séquences qui étaient plus calmes. Moi, je me souviens de ministre de l'Intérieur qui n'avait pas de poids politique très important et qui était très fragilisé. Bon, d'autres avaient un poids politique important. Vous avez cité Nicolas Sarkozy, Manuel Valls, mais qui prenaient le ministère de l'Intérieur comme un tremplin pour aller plus loin, pour être président de la République, pour être Premier ministre, etc. Moi, je crois qu'à la tête du ministère de l'Intérieur, il y a deux personnes qui sont totalement différentes, mais qui sont complémentaires. Laurent Nunez est un spécialiste reconnu. Il a fait beaucoup de travail dans les Bouches-du-Rhône et à Marseille lorsqu'il était préfet. Et je crois qu'il a la confiance de ses troupes. Et M. Castaner, qui est le ministre de l'Intérieur, est un politique, et je crois que les deux se complètent. Je crois que le sondage que vous avez montré tout à l'heure est effectivement en dents de scie, mais il est conforme aux incidents qu'on a connus lors des manifestations des Gilets jaunes. D'ailleurs, vous voyez les hausses et les baisses. Lorsque ça baisse, c'est qu'il y a eu beaucoup d'incidents. Lorsque ça monte, c'est qu'il y a eu effectivement moins d'incidents. Donc ça n'est pas lié forcément à la personnalité de Christophe Castaner. Bon, c'est vrai que Christophe Castaner a eu à affronter cette crise des Gilets jaunes qui, sur le plan de l'ordre public, n'a pas été simple. Mais quand même, moi, je lui reproche plusieurs choses. Je lui reproche d'abord d'avoir, je le pense, donné des ordres d'utilisation de trop grande violence aux forces de police.
l'utilisation de la BAC notamment, l'utilisation des LBD, moi qui est un peu de bouteille, je n'ai jamais vu plusieurs dizaines de personnes revenir éborgnées de manifestations quand même démocratiques en France. Premièrement. Deuxièmement, je porte une accusation aussi de désorganisation. J'ai bien regardé, j'y ai même été, les premières manifestations des Gilets jaunes à Paris, notamment dans le quartier des Champs-Élysées, ça a été du n'importe quoi. On interdisait à 9h du matin l'accès des Champs-Élysées, mais à 11h, on disait « Ah non, vous pouvez y aller », et tout le monde y allait, etc., etc. Il interdit des manifestations, mais ces interdictions ne sont pas respectées. Et puis par ailleurs, la délinquance, en règle générale en France, notamment les cambriolages, est en train d'exploser. Donc ces résultats ne sont pas bons du tout. Et avec les chiffres que vous donniez, on peut dire que la police française a la cote, on le comprend, on s'en félicite, mais son chef, de façon un peu contradictoire, absolument pas. Voilà, et j'espère que cette décote de M. Castaner ne déteindra pas sur la police française que nous respectons et dont nous avons besoin. Ouais. Sur Christophe Castaner, rappelons-nous, il y a quelques mois, Christophe Castaner employait des mots odieux pour qualifier les associations qui aidaient les migrants en Méditerranée. Il les avait qualifiées, en tout cas, il expliquait qu'elles se faisaient le jeu des passeurs. Donc ça, c'était déjà des éléments particulièrement choquants venant de la bouche d'un ministre de l'Intérieur qui aurait mérité sa démission. Et après, on a eu la mobilisation des Gilets jaunes, où Christophe Castaner a un bilan quand même qui est catastrophique. C'est plusieurs dizaines de personnes qui ont perdu leurs yeux, énormément de blessés. Et ce qu'on a constaté, et ça tient encore aujourd'hui, il y a une véritable stratégie du pourrissement. C'est-à-dire que dès qu'il y a une mobilisation sociale qui concerne la justice sociale ou les mouvements pour le climat, il y a une escalade de la violence, il y a l'utilisation de la force par la police qui est délibérée, et qui alimente un climat anxiogène qui a pour but derrière de faire peur aux gens, de faire en sorte que demain on n'ait plus envie d'exercer nos droits et qu'on n'ait plus envie d'aller manifester et de lutter contre les différentes attaques de ce gouvernement. Oui, deux réponses à ce que disait Valéran de Saint-Just tout à l'heure. La première sur les lanceurs de balles de défense. Je suis désolé de le dire, ce qui a été effectivement prôné dans ce rapport de force à des manifestants qui parfois se transformaient en émeutiers. Vous vous souvenez très bien de ce qui se passait au mois de décembre dans Paris. Ça n'était plus des manifestants, c'était des gens qui voulaient casser, qui voulaient détruire la République, qui voulaient envahir l'Élysée pour destituer M. Macron. Il faut quand même avoir un petit peu de mémoire sur ce qui se passait. Rien à voir avec les Gilets jaunes. Rien à voir avec les Gilets jaunes. Les lanceurs de balles de défense, ça a permis d'éviter les contacts. S'il y avait eu des contacts, je pense qu'il y aurait eu encore plus de gens blessés et peut-être des victimes. Il n'y a pas eu aujourd'hui, vous savez que les règles sur les manifestations des Gilets jaunes, il n'y a pas eu de victimes, heureusement d'ailleurs. De mort. Il n'y a pas eu de victimes. Toujours à vous féliciter que ça soit pas Premier point. Deuxième point, je vous réponds sur l'affaire du préfet de police de Paris, qui a été changé. Avouez et reconnaissez que depuis que M. Didier Lallemand est là et a remplacé M. Delpech, l'ordre a été à peu près rétabli depuis le mois de mars. Dans Paris, au-dessus du préfet, il y a le ministre. Alors je vais vous répondre sur les LBD. Monsieur LBD, les règles officielles d'emploi du LBD est de ne jamais les utiliser pour tirer dans la figure ou tirer dans les parties génitales. Or, c'est le contraire, et notamment dans la figure, qui a été fait un grand nombre de fois, puisqu'il y a eu autant de personnes éborgnées. Je trouve dramatique de perdre un œil dans une manifestation en 2019 dans la République française, et je vois que le ministre de l'Intérieur est M. Castaner. Voilà, c'est tout ce qu'on peut constater. C'est quand même très regrettable, voilà. Mais moi, je pense que je voudrais aller un tout petit peu plus loin. On a sous ce mandat-là, à mon avis, une sorte de péché originel qui a été Notre-Dame-des-Landes. Notre-Dame-des-Landes, où finalement, quelque chose qui avait été acté, confirmé par la justice. Référendum, X jugements, je n'ai plus les chiffres en tête, mais enfin bon. Et le président de la République, après s'être engagé dans un sens, a fait machine arrière dans un contexte qui semblait, en tout cas pour les observateurs, être un contexte de refus des affrontements et de refus de la violence. Donc, peur de la violence, un pas en arrière. Et puis, on est arrivé début décembre aux Champs-Élysées. Bon, je fais un petit raccourci, il s'est passé quelques petites choses entre-temps. On est arrivé début décembre aux Champs-Élysées, avec les horreurs du 1er décembre, dont on a tous été, j'imagine, absolument horrifiés. Et puis, 3 jours après, le président de la République a fait des annonces qui
peut-être été nécessaires, certainement, mais qui n'ont fait que qui ont fait pâlir, je pense, à peu près tous les syndicalistes depuis 30 ou 40 ans, et qui ont redonné à nouveau cette image de on a de la violence le samedi et on a le président de la République cède le lundi qui a suivi, c'était pratiquement ça. 10 jours après, c'était 10 jours après. Il ne faut pas laisser dire ça. Oui. Mais c'est comme sur Notre-Dame-des-Landes. C'est une situation dont on a hérité, dont aucun gouvernement précédent n'a voulu prendre la responsabilité. Ni le gouvernement de M. Fillon, ni le gouvernement de M. Hérault, qui était pourtant député et maire de Mans pendant des années. Je ne juge absolument pas le fond. Si vous voulez, il ne faut pas quand même tout nous mettre sur le dos. Mais non, attendez, je me suis bien gardé de juger le fond. Non, je me suis bien gardé de juger le fond. Oui, je vous ai juste fait en disant j'ai juste parlé. Non. Vous avez reculé dès le début de votre mandat. Je vous ai juste parlé de l'image renvoyée. Qui n'avait pas été réglée. Non, je vous ai juste parlé de l'image renvoyée. Je n'ai pas parlé du fond. Elle a été réglée de manière positive ou négative, ça c'est chacun a son appréciation. Moi j'étais plutôt pour qu'on fasse cet aéroport, mais bon, ça a été une décision du président de la République, il faut la respecter, c'est comme ça, mais ne nous dites pas que je ne vous ai jamais dit ça. Non. Est de notre responsabilité. Absolument pas. Je vous ai parlé de l'image renvoyée. Voilà. Vous ne connaissez pas mon avis sur Notre-Dame-des-Landes et j'avoue que je serais bien en peine de vous en donner un là tout de suite. Ceci dit, l'image qui a été renvoyée, on est devant une situation de violence. Le gouvernement donne l'impression de reculer. Ça a été donné 2 fois, cette image-là. Nécessairement, je pense qu'aujourd'hui, ça devient problématique à tous les niveaux de notre vivre ensemble, puisqu'on a l'impression que seule la violence pourra faire plier le gouvernement. Et je pense qu'on a un petit peu... par des problèmes d'image et de communication, j'en reviens, c'est absolument pas sur le fond, je le répète bien. Il y a une politique dans ce pays, donc quand il n'y a plus de dialogue, il y a des gens qui en viennent à la violence, c'est regrettable et je les condamne, mais c'est inévitable. C'est pas parce qu'il n'y a plus de dialogue qu'il faut recourir à la violence. Les Français viennent de s'exprimer aux élections européennes, il y a encore un suffrage universel. Non, mais il y a eu des... Depuis le début du quinquennat, il y a eu des revendications sociales, il y a des revendications sur la transition écologique, et elles ne sont absolument pas écoutées, au contraire. Il y a un autre exemple un peu d'attitude incohérente, mais ce n'est pas spécial à M. Castaner, mais il l'a quand même beaucoup montré, c'est depuis longtemps. C'est le traitement des extrémistes d'extrême gauche, des Black Blocs, dans les manifestations. Moi, personnellement, je ne comprends pas comment, notamment encore à Nantes samedi, les forces de police ne puissent pas arriver à les isoler, à les arrêter. Mais c'est ce qui a été fait samedi. Et les faire juger sévèrement. Et oui, mais monsieur, il est de fait que depuis des années maintenant, et même sous M. Hollande, rappelez-vous, les manifestations sous la loi de El Khomri, boulevard de l'hôpital, les incidents ont été terribles. Et il y a de plusieurs années maintenant en France, où nous avons des manifestations émaillées de la venue de ces personnes et qui pourrissent complètement les manifestations, les mouvements sociaux, et qui en donnent... droite, hein. Oui, enfin, écoutez pas dans ces manifestations, monsieur. Je connais votre origine politique, mais quand même, ça n'a rien à voir. Les Black Blocs dans toutes les manifestations violentes, c'est un énorme problème. Quand est-ce que ce gouvernement et que M. Castaner prend vraiment le problème en main et montre aux Français qu'il peut être résolu, et que vous demandiez à la hiérarchie judiciaire aussi de réprimer sévèrement. Mais il ne faut pas dire tout et son contraire. Il y a une loi anti-casseurs qui a été proposée à l'instauration d'ailleurs, à l'instar du groupe. Attendez, à l'instar du groupe majorité sénatoriale qui a été repris donc par le gouvernement et qui en a fait une loi et qui a été votée. Je constate que les députés du Rassemblement national ont voté contre cette loi. Ont voté contre cette loi. Elle ne sert à rien. C'est l'argument que je viens d'entendre, que c'était une atteinte aux libertés. Alors il faut savoir ce qu'on veut. Précisément, cette loi, elle est là pour c'est une atteinte aux libertés. Elle est là pour contrer qu'un préfet puisse délibérément interdire à quelqu'un de manifester. Elle est là pour contrer l'intégration ou le fait que les Black Blocs ou tout autre mouvement extrémiste et de casseurs puissent s'intégrer dans une manifestation. Samedi, non. Précisément, ils ont été arrêtés. Mais non, mais bien sûr que si. Ils ont réussi jusqu'à tard le soir à dévaster encore une fois le centre de Nantes. Grâce à la loi anti-casseurs que les forces de police peuvent maintenant intégrer et arrêter et regarder toute personne qui a un masque
dans une manifestation. Ça n'était pas le cas avant. Ils étaient des dizaines dans la manif à avoir des masques. Les images sont terribles de samedi. Vous n'avez pas voté. C'est un peu contradictoire dans votre langage. Objectivement, je suis obligé de le remarquer. Les faits montrent que la loi anti-casseurs, cette loi-là, ne sert à rien. Samedi, ça montre ça. Samedi, ça a montré exactement l'inverse. Bon, on va avancer, on va parler des municipales juste avant, parce qu'on a parlé de ce chiffre et la police dans tout ça. Eh bien, les Français ont une bonne image, le sondage IFOP que l'on trouvait dans le journal du dimanche hier. La police inspire. Alors, il y avait plusieurs réponses possibles. Confiance, sympathie, ça fait 71%, donc de bonnes opinions. Elle est efficace, 68%. Ça fait chaud au cœur, c'est ce que disait le responsable du syndicat Alliance David, Olivier Reverdy, à la publication de ces chiffres. 46 suicides depuis le début de l'année, nos difficultés au travail au quotidien, l'ultra-violence à laquelle nos collègues sont victimes au quotidien dans l'accomplissement de leurs tâches, mais également tout le mal-être qu'on a à être policier aujourd'hui. C'est vrai que ce soutien, par ce sondage-là, fait chaud au cœur. Bon, et quand on va dans le détail, on s'aperçoit que c'est quand même auprès des jeunes et des sympathisants de la France insoumise que l'image de la police est un petit peu moins bonne, même si elle reste largement majoritaire. Bon, sur ces chiffres... Oui, ce qu'il faut regretter, moi je me félicite de cette bonne opinion que les Français ont de la police, c'est parce que la police mérite cette bonne opinion. Moi, tout ce que je regrette, c'est que le traitement judiciaire par les magistrats, notamment dans les chambres correctionnelles, des violences faites aux policiers ou des violences faites aux pompiers, par exemple, ou aux autres corps ce traitement soit extraordinairement faible. La réponse n'a jamais été adaptée. Elle est très souvent orientée de façon politique. On connaît le poids du syndicat de la magistrature chez les magistrats en France. Et les violences qui ont eu lieu, notamment pendant les manifestations des Gilets jaunes, ne sont pas acceptables. Et lorsque les personnes sont arrêtées, convaincues de ces violences envers les forces de police, elles doivent être très sévèrement condamnées. Très sévèrement condamnées. J'insiste là-dessus, et même à titre d'exemple, pour que cela ne puisse pas se poursuivre et que l'on puisse continuer à manifester démocratiquement en France. Une sorte de cercle vicieux, en fait. Les femmes, par exemple, qui ont manifesté très nombreuses au début des manifestations des Gilets jaunes, elles ne sont pas revenues parce qu'il y a eu des atteintes de la part... Il y a eu des dégâts de la part des forces de police, c'est certain, mais parce qu'il y a eu aussi des manifestants extrêmement violents, et notamment ces manifestations d'extrême gauche, ces Black Blocs. Alors, est-ce que, comme M. Verrières, le ministre le ministre de l'Intérieur, les laisse presque venir pour pourrir le mouvement social? Mais d'accord, mais l'absence de réponse policière contre ces Black Blocs et l'absence de réponse judiciaire alors il fallait voter la loi anti-casseurs. Bon, sur l'image, pour revenir à ces chiffres, répéter ça n'a servi à rien. Et ces résultats, qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Ces résultats, ils sont plutôt satisfaisants. Moi, je pense que d'une manière générale, les Français sont attachés au service public. Ils sont attachés, ils ont une bonne opinion des infirmiers, une bonne opinion des professeurs en France. C'est important, le service public, c'est le garant de l'égalité dans notre République. Et aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est que ce soit les professeurs, les infirmiers, les aides-soignants dans les EHPAD ou les policiers, ils souffrent au travail parce qu'ils n'ont pas les moyens d'exercer correctement leur métier, parce que aujourd'hui le statut de fonctionnaire il est attaqué de toutes parts, il n'est pas suffisamment valorisé et qu'ils ont de plus en plus de mal à exercer leur métier correctement. Ils en souffrent et derrière toutes ces violences policières, elles sont aussi inhérentes à la surcharge de travail dont les policiers sont aujourd'hui victimes depuis les attentats, depuis l'état d'urgence. Le rythme est infernal. Ils réclament des moyens supplémentaires, ils n'en ont pas. On a un gouvernement qui délaisse aujourd'hui le service public, qui détricote petit à petit la solidarité, ce qui fait l'égalité en France. Et c'est inquiétant et ça conduira derrière à de plus en plus de drames dans la fonction publique. Moi, je n'émettrai pas d'avis sur la fonction publique, puisque le sondage porte sur la police et non pas sur la fonction publique. En ce qui concerne la police, eh bien, écoutez, ce sondage, c'est une grande bouffée d'oxygène. À la fois pour nous, qui sommes citoyens, et pour et non pas de gaz lacrymogène, vous avez raison, boutade assez drôle, parce que tout ce qui a été fait contre les policiers depuis une dizaine de mois est absolument épouvantable. Enfin, il y a quand même des manifestations, on leur a dit « suicidez-vous ». Un certain nombre de gens qui font partie de notre peuple, qui sont des gens que l'on côtoie peut-être dans la journée, sont allés dans des manifestations pour crier aux forces de police « suicidez-vous ».
J'ajoute que depuis 2002, ce n'est pas depuis les attentats, c'est depuis 2002, quand Nicolas Sarkozy est arrivé au ministère de l'Intérieur, il a mis en place ce qu'on appelle le résultat du chiffre. Bon, il y a eu une pression terrible qui a été mise sur les forces de police et sur les forces de gendarmerie, et en parallèle, à partir de 2007, on a supprimé 10 à 12 000 fonctionnaires de police et de gendarmerie. C'est quand même assez hallucinant. On leur demande plus, pas encore relevé. On leur demande plus, et en même temps, en parallèle, avec cette espèce de formule RGPP qui n'a pas fonctionné, de réduction des dépenses publiques qui ont mal tapé, puisque ça a tapé sur les fonctionnaires de police dont on avait besoin, aujourd'hui on en voit les conséquences. Plus de pression, plus de demandes de résultats en parallèle, et puis évidemment des heures supplémentaires avec des effectifs qui sont totalement en diminution. Donc tout ceci ne pouvait qu'aboutir à ce qu'on connaît malheureusement aujourd'hui. Et 71%, on peut inclure les gendarmes, parce qu'on dit souvent voilà, la police, mais... c'est exactement ce que vous alliez dire, mais les forces de sécurité, voilà, police, gendarmerie. Je voulais vraiment rebondir là-dessus, parce que c'est aussi, je pense, une fracture qui est peut-être plus sournoise et plus silencieuse en ce moment, mais ça fait également partie du contexte assez négatif, du contexte social assez négatif en France. Il faut penser que la police, c'est dans les grandes villes, mais que la très grande majorité de la France est couverte par la gendarmerie, et donc je pense qu'il faut vraiment associer la gendarmerie à ces résultats-là. Donc ce sont des militaires, à la différence de la police, mais leur travail dans la proximité et dans des... Alors c'est police, mais je pense que comme ça a été fait à l'échelon de la France entière, effectivement, il y a des zones qui sont purement gendarmerie, et quand on dit police, on associe à la gendarmerie. Alors nous, c'est plutôt l'inverse. Oui, on dit gendarme, moi je suis en zone gendarmerie, oui, tout à fait. Donc je voudrais vraiment associer les gendarmes à ça, et je pense qu'il faut vraiment se féliciter. On entendait à Nantes samedi, tout le monde déteste la police. Je pense qu'on peut pas personne c'est peut entendre... 6% d'hostilité. Voilà, mais c'était le mot d'ordre un petit peu de cette manifestation-là. Ça posait vraiment un problème. Donc, associer vraiment les gendarmes, mais rappeler qu'à l'origine, ce sont des gardiens de la paix. Je pense que c'est vraiment leur mission première. Ils sont quand même là. C'est vraiment la paix publique. Et on les a. Leur fonction, et surtout la police, s'est transformée en maintien de l'ordre. On voit déjà la dérive dans le vocabulaire. Je pense que, gardien de la paix, ce serait bien qu'on le répète encore un petit peu. Malgré les résultats de ce sondage, on peut pas nier quand même qu'il y a une crise de confiance entre les jeunes et la police, notamment dans les quartiers populaires, et à juste titre, parce que on se souvient de l'affaire Théo, qui avait été violé notamment par la police. Enfin là, on n'a pas les. Oui, d'accord, mais bon, il avait quand même. Voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais. Oui, non, parce que là, il y a eu des rapports. C'était quand même très grave. Et derrière les contrôles aux faciès. J'ai jamais eu la moindre et derrière, laissez-moi parler. Et derrière les contrôles aux faciès. Ce genre de choses, parce que non, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Les contrôles aux faciès à répétition. Les jeunes du quartier populaire qui sont des citoyens français, ils n'en peuvent plus. On ne peut pas nier que dans une partie de la police, malheureusement, il y ait du racisme. Il y a aussi du racisme d'État qui s'exerce notamment dans les quartiers populaires, et c'est extrêmement grave. C'est pour ça que nous, depuis longtemps, on défend le récépissé de contrôle d'identité. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Mais c'est la réalité. Non, c'est pas la réalité. De toute manière, vous vous occupez peu des quartiers populaires et vous ne savez pas exactement ce qui s'y passe. Exactement. Tous nos électeurs viennent de ces quartiers populaires, mais vous allez le nier. Et cette conférence de consensus dont je parlais tout à l'heure, elle est absolument nécessaire, parce qu'il y a des comportements dans la police qu'il faut absolument revoir. Juste une précision, conférence de consensus, qu'est-ce que c'est en fait? Oui, c'est un... Qu'est-ce que vous voulez mettre dans votre conférence de consensus? C'est un outil, participatif qui permettrait... Genre 6e République, quoi. Oui. Respecter l'idée de la 6ème République. Non, mais attendez, je finis. C'est permettre aux citoyens de s'exprimer, de prendre part au débat, de s'emparer d'un sujet politique ou d'un sujet de société et de donner son avis. C'est le grand débat de M. Macron. Non, mais grand débat de M. Macron. Les conclusions, si vous voulez, elles n'ont pas été exploitées par la République. Mais voilà ce qu'est une conférence de consensus. Je ne sais pas s'il faut faire une conférence de consensus ou pas consensuelle, mais peu importe. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il faut réfléchir sur les conditions du maintien de l'ordre en France dans les années qui viennent, dans les mois et dans les années qui viennent. C'est ce qu'est en train de faire le préfet de police de Paris, qui consulte les élus systématiquement, parce qu'il y a de nouvelles formes, il a très bien expliqué ça d'ailleurs à plusieurs reprises, il y a de nouvelles formes aujourd'hui de manifestations qui ne sont plus des manifestations encadrées, qui ne sont plus des manifestations déclarées, qui sont des manifestations autonomes qui dégénèrent.
Et là, effectivement, il faut faire en sorte que ça ne puisse plus se passer. Donc on a affaire non plus à des grandes manifestations organisées par les syndicats où il y avait 100 000, 200 000 personnes. Tout ça se passait plutôt globalement pas si mal. On a affaire aujourd'hui à des manifestations qui dégénèrent en émeutes. Et donc c'est une réflexion que nous devons avoir avec les élus, les forces de police, peut-être dans une conférence du consensus, je ne sais pas, peu importe. Mais en tout cas, la question va se poser très vite. Bon, on marque une petite pause. C'est vous le patron. Hein. Et on va parler quand même des municipales, parce que ça intéresse tout le monde autour de la table. À tout de suite. Allez, on va parler des municipales, on entre dans la phase active. Le chef de file des députés LR, c'est Christian Jacob, qui est favori également a priori pour l'élection à la présidence du parti, prévient qu'il n'est pas, je le cite, il n'est pas question de nouer des accords avec La République En Marche pour mars 2020, date des élections municipales. On sait que dans un certain nombre de villes, il y a des, on va dire, interrogations chez les Républicains. Accord ou pas accord? Qu'est-ce qu'il faut faire d'après vous? Je sais pas, et vous même d'ailleurs dans votre mairie? Alors très simplement, la France, très politisée, oui. Très simplement, la France c'est 35 500 communes. 35 500 communes, il y en a à peu près 97% qui ont moins de 10 000 habitants. La moitié des communes ont moins de 450 habitants. Donc je pense que le discours qu'a M. Jacob, c'est une loupe sur les 10, 20, 30 communes de France, Paris, Lyon, Nice. Celle qu'on va regarder. C'est celle qu'on va regarder. Le soir du premier et du deuxième tour. Les enjeux et la réponse aux attentes du territoire, je reviens aux propos que j'avais tout à l'heure, la réponse des attentes du territoire, elle va se situer dans les 97% d'autres communes de moins de 10 000 habitants, où là, je pense que l'élection municipale est une élection qui est fortement dépolitisée, très fortement dépolitisée. Pour les villes qu'on va regarder, je pense à Marseille, on va citer Marseille, où Jean-Claude Gaudin, effectivement. Citer Nice après. Effectivement, mais là on vous souhaitez quoi, vous? Je pense que Monsieur Jacob a une réflexion avec, comme un certain nombre d'ailleurs d'autres responsables politiques, dans le coup d'après, c'est-à-dire les sénatoriales. Les sénatoriales, voilà. Moi, en tant qu'élu local, je voudrais me concentrer, et je pense que peut-être en dehors de ces très grandes villes, se concentrer sur le local. Nous, on n'est pas candidat au sénatorial, on a des communes à faire avancer, on a des préoccupations locales à gérer, et voilà. Maintenant, pour ce qui est des élections beaucoup plus politiques dans ces grandes villes, effectivement, je ne suis pas forcément favorable à des accords qui permettraient de clarifier finalement les positions de chacun. Aujourd'hui, on souffre un petit peu tous d'une crise identitaire, LR en premier d'ailleurs, avec un positionnement qui n'est pas forcément simple, une place qui s'est réduite entre le Rassemblement national et LREM. Et je pense que même si le résultat, je ne fais pas forcément une priorité du résultat, mais au moins ça clarifiera la situation. Oui, c'est la suite, la 2020-2017 je crois que M. Jacob est allé un peu vite en besogne. D'abord, il n'est pas élu président. Il commence à prendre des décisions alors qu'il n'est pas encore élu président des Républicains. Enfin, ça sera le problème des militants des Républicains. Mais enfin, c'est quand même un peu surprenant d'entendre ça en plein mois d'août. Je ne veux pas d'alliance avec La République En Marche au niveau local. Premier point. Si je suis élu. Oui, c'est propos exacts. Il fait comme s'il était élu. Il fait campagne. Deuxième point, moi je ne suis pas certain que ça va se passer comme ça. Pourquoi? D'abord parce que, vous l'avez très justement dit, les gens s'expriment sur des affaires locales, dans la plupart des cas. Or, sur les affaires locales, l'impact d'un parti politique est beaucoup plus faible que sur une liste européenne ou que sur des élections de députés. Donc je pense qu'il y aura effectivement un certain nombre de choses que M. Jacob, s'il est élu président des Républicains, ne contrôlera pas. Et qui ne veut pas nous faire... qui pourra pas contrôler d'ailleurs, parce qu'il n'en aura pas les besoins. Les moyens ni les besoins. Je crois que les gens sur le terrain vont faire en sorte qu'il y ait ou pas des alliances, que chacun regardera ça au cas par cas. Reste l'affaire des grandes villes. Et je prends l'exemple de Paris. L'exemple de Paris est très clair.
Si on suit M. Jacob, aujourd'hui, c'est-à-dire s'il n'y a pas d'alliance entre LR et la République En Marche, c'est Mme Hidalgo qui sera réélue. Voilà. Donc M. Jacob prend aujourd'hui la responsabilité, avant le scrutin, de faire en sorte qu'arithmétiquement, Mme Hidalgo soit réélue. Mais c'est quand même un peu hallucinant. Moi, j'avoue que les bras m'en tombent. Bon, on parlera de Paris, puisque vous êtes conseiller de Paris. Mais juste d'un point de vue plus global, est-ce que, de la part de la République En Marche, il n'y a pas aussi un petit calcul politique? Parce que si vous rejoignez dans certaines grosses villes les Républicains, sur cette place de l'échiquier politique, c'est tout bénéfice pour le Rassemblement national. Donc là, on continue d'instaurer le fameux match République En Marche contre le Rassemblement national. Je ne crois pas, parce qu'il y a des maires LR qui sont aujourd'hui des gens qui veulent gérer leur commune. Alors, ils veulent le gérer avec un certain nombre de compétences, des gens qui sont engagés dans leur parti, d'autres qui ne sont pas engagés dans leur parti, qui sont à la République En Marche. Moi, je crois que c'est au maire, quand il est sortant, de faire en sorte que son équipe fonctionne pendant 6 ans au bénéfice des citoyens, si les citoyens lui redonnent leur confiance. Voilà, je ne crois pas qu'il y ait des interventions spécifiques nécessaires des appareils politiques. Bon, les municipales, c'est vrai que c'est une élection un peu particulière. Oui, mais les européennes, c'est pas législative. À l'occasion de ces municipales, il y a quand même les grands thèmes de la politique française. C'est très difficile pour les Républicains. En fait, c'est la place de la droite française dont on peut discuter, parce que M. Macron, on leur a fait beaucoup de mal. On l'a vu aux élections européennes, mais les Républicains disposent à travers le pays d'un maillage tout à fait considérable d'élus locaux et d'élus dans des grandes villes, des très grandes villes. Prenons l'exemple, encore une fois, de Marseille et de Nice, qui sont de très grandes villes. Tous les deux, M. Gaudin et M. Estrosi, cherchent, ou on dit, il n'y a pas de raison que nous ne fassions pas alliance avec la République En Marche. S'ils font ça, que M. Jacob n'est pas obéi par ces deux personnages, quand même très ennuyeux pour lui. À Paris, c'est la même chose. M. Goasguen, Mme Berthoud, Mme Burkli, M. Lecoq, même dans le 6e arrondissement, ont tous dit, mais il faut que nous fassions alliance avec la République En Marche, parce que c'est vrai que si nous ne le faisons pas, nous pouvons être battus. C'est premièrement à ce à quoi ils pensent, et c'est la porte ouverte à nouveau à un autre mandat de Mme Hidalgo. Alors, que va faire M. Jacob a peut-être eu tort de montrer ses préférences trop tôt, et je crois qu'ils sont dans une situation extrêmement difficile. Je pense qu'on peut pas lui reprocher la clarté, au moins. Nous allons avoir des candidats partout, et nous allons tenter de faire les meilleurs scores et d'emporter le plus grand nombre de grandes villes possibles, comme on l'a déjà fait à Hénin-Beaumont. Voilà, je vous répète, c'est toujours délicat, parce que les grandes villes, il y a 1000 villes de plus de 10 000 habitants en France. La France, bien évidemment, on va faire la loupe sur ces villes-là. Il y a un apport démographique énorme sur Hénin-Beaumont. Bon, du côté de chez Benoît Hamon, les municipales, ça interroge, ça questionne, c'est un rendez-vous important. Avant de parler de ça, moi je voulais revenir sur les propos de Christian Jacob, qui sont quand même un peu hypocrites, parce que, en vrai, ce que fait aujourd'hui le gouvernement d'Emmanuel Macron, LR en rêvait. Il y a juste à regarder l'actualité, regardons la réforme des retraites, regardons la réforme de l'assurance chômage. Depuis des années, la droite veut repousser l'âge de départ à la retraite, c'est ce qui va se passer. Sur l'assurance chômage, l'indemnité chômage des plus précaires va être rabotée. Bon, en soi, il y a très peu de différence entre ce que fait aujourd'hui LREM et ce qu'aurait pu faire LR au pouvoir. Donc, bon, non, moi, je ne m'intéresse pas à la petite politique à droite. Mais en tout cas, ces propos sont assez incohérents, parce que sur le plan idéologique, on se rend compte que c'est tout à fait compatible. Bonnet blanc et blanc bonnet. C'est la suite de la recomposition. Au-delà de ça, sur les municipales. Comment ? Non, c'est la suite de la recomposition, comme on l'appelle, entamée en 2017, c'est-à-dire les lignes, au fil des élections et des mois. Sans surprise, Emmanuel Macron est un président de droite, et on le savait dès le départ. Donc, il n'y a aucune surprise demain à aller voir travailler avec LR, chose qu'ils font déjà au gouvernement. Il n'y a rien qu'à voir Édouard Philippe. Moi, je voulais revenir sur les enjeux des municipales. Je vous laisserai la parole. Pas de problème. L'enjeu majeur de ces municipales, en mon sens, c'est l'écologie intégrale. C'est-à-dire que demain, les candidats qui ne défendront pas l'idée de décarboner leur ville, de les végétaliser, de proposer un nouveau modèle économique, parce qu'il y a urgence. Je regardais tout à l'heure la télévision avant de rentrer au plateau, on voyait les images que vous proposiez sur la fonte des glaciers au Groenland, qui sont spectaculaires, mais qui sont gravissimes. Et l'échelon local est un échelon primordial, justement, dans cette transition sociale et écologique auquel on aspire. Nous, aujourd'hui, à Génération, pour travailler justement sur les municipales, cet été, on fait un grand tour de France des communes en transition. On va rencontrer des collectifs citoyens,
des élus locaux avec différentes étiquettes politiques pour s'inspirer de ce qu'ils mettent en place d'ores et déjà sur leur commune, pour voir ce qui est possible. Et je peux vous assurer que en termes de mobilité douce, de transport gratuit, d'économie sociale et solidaire, on peut faire beaucoup. Mais est-ce que c'est pas préempté? Parce que tout ce que vous nous dites, il y a peut-être l'opinion publique qui a en tête Europe Écologie Les Verts. Voilà, si je veux un programme similaire à tout ce que vous décrivez. Ouais, en soi, il n'y a pas qu'Europe Écologie. Enfin, Europe Écologie Les Verts n'a pas le monopole. Non, mais ce que vous dites, c'est très bien. Il y a beaucoup d'élus qui ne sont pas Europe Écologie Les Verts, qui ont des vraies politiques volontaristes sur ces sujets. Ce que vous dites sur la transition écologique, c'est très bien. C'est vrai que ça se fait aussi au niveau de la commune, du département, de la région, etc. Mais il faut quand même relativiser les choses. Les moyens d'un maire dans ce domaine ne sont pas extensibles. Ah bah si on commence à relativiser, on n'avancera pas. Mais non, mais il ne faut pas raconter d'histoire aux gens non plus. Ils savent très bien quelles sont les prérogatives du maire. Ils savent très bien. On a un maire qui est présent sur le... En matière d'éducation, je crois qu'il faut quand même tout à fait relativiser ça. Il y a des prérogatives légales, il y a des moyens financiers qui sont parfois en réduction, malheureusement, parce que les dotations ont beaucoup baissé depuis une dizaine d'années. Donc il faut aussi relativiser, si vous voulez. Il ne faut pas vendre non plus ce qui ne sera pas possible. Ce qui est sûr, c'est que la responsabilité la plus importante, elle repose sur le gouvernement, et ça, c'est sûr que rien n'est fait pour le moment. Non, vous exagérez. Aujourd'hui, je pense que le paysage aujourd'hui, les conseils municipaux sortent des élections de 2014. En 2014, La République En Marche n'était peut-être qu'une étincelle dans le regard de M. Macron, mais guère plus. Pas. Voilà, une étincelle dans son regard, mais guère plus. On a eu des élections sénatoriales en 2017. Dans les exécutifs, moi je suis dans une commune qui est majoritairement de droite, quelles que soient les formes de la droite. On peut dire de la droite LR, de la droite des Verts droite, de la droite En Marche, voilà, une commune de droite modérée. Non, on va dire. En Marche n'est pas à droite. Attendez, ne dites pas ça. En Marche est en même temps à droite et à gauche. Oui, je ne suis pas sûre que les électeurs de gauche y aient tout à fait leur compte. C'est pour ça qu'on n'y comprend rien. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Je ne suis pas sûre que les électeurs de gauche y trouvent tout à fait leur compte. Beaucoup ont voté Emmanuel Macron. Dans les conseils municipaux sortis des élections de 2014, dans les conseils municipaux sortis des élections de 2014, ces gens ont été appelés à voter au sénatorial avec des positions qui ont pu évoluer, des engagements qui ont évolué. Je regarde dans ma commune, Emmanuel Macron n'était pas en tête, mais pratiquement au premier tour des élections municipales, ce qui n'était pas du tout le cas précédemment. Ceci dit, les élections sénatoriales ont renforcé la position LR au Sénat. C'est pour ça que je vous dis que les élections municipales sont vraiment à manier avec précaution. On est plutôt sur du terrain. Moi, j'entends très bien vos grandes idées. On rêve de faire de l'écologie positive dans nos communes, sauf qu'on se demande plutôt comment on va garder les classes ouvertes, qui on va trouver pour assurer la cantine, comment on va servir des repas de qualité. N'exclut pas la question sociale, bien au contraire, c'est intimement lié. Je relativise à nouveau dans la plupart des communes. Dans la plupart des communes, les besoins et les attentes des habitants sont des attentes au quotidien. On n'est pas des magiciens à pouvoir, dans des communes... Moi, je suis maire d'une commune de 6 000 habitants. Je reviens à mes 36 000 communes françaises. Voilà, il y a 1500 communes qui sont plus grosses que Chevreuse et il y en a 34 000 qui sont plus petites. Et je vois les possibilités d'action que j'ai. Bien évidemment, j'ai envie de planter des arbres. Bien évidemment, j'ai envie d'isoler des bâtiments. Bien évidemment, mais avoir des grandes politiques révolutionnaires en matière d'écologie, c'est compliqué. On a des élus de gauche et écologistes qui ont mis en place des ceintures urbaines agricoles justement pour tendre vers l'autonomie alimentaire. Arrêtez de réduire la France à Paris qui ont mis en place les transports gratuits. Mais vous verrez, moi je vous prends le pari. Ça existe, penchez-vous. Je vous prends le pari. Mais allez en province, allez voir la France. Moi j'habite un territoire rural dans le Puy-de-Dôme, donc je sais ce que c'est la France. Merci. Que le soir du premier tour, vous aurez une immense colonne qui va s'élever, qui sera la colonne des élus du premier tour, qui sera la colonne ou des résultats, la colonne des divers. Voilà. Les divers gauche, les divers droite. Vous aurez un désengagement politique général de l'ensemble des élus pour ces élections, qui seront peut-être les moins politisés de toutes les élections municipales de la 5e République. Il y aura quand même des conséquences politiques. Encore une fois, M. Jacob vient presque de donner le là en disant au début du mois d'août, je ne veux pas. Oui, mais s'il est désobéi, et notamment à Paris, s'il est désobéi par les maires d'arrondissement, les Républicains, et je crois qu'à Paris, on
va vers une véritable recomposition. Mais il sera désobéi à Paris, il sera désobéi à Nice, il sera désobéi à Toulouse. Notre mouvement, le Rassemblement national, avec quelqu'un comme Serge Federbusch, peut faire des scores tout à fait appréciables, compte tenu de la désaffection, notamment des élus républicains. Moi, je vous parie que ces municipales et de la personnalité de M. Griveaux. Voilà. Bon. C'est sûr que la colonne des divers le soir, parce qu'on n'a plus le droit, je crois, à sans étiquette pour les municipales. Là, non, vous aurez une colonne d'hiver extrêmement importante. Voilà, le ministère de l'Intérieur, le soir du premier et deuxième tour, on va s'amuser. Après, il y aura sûrement des reclassements, mais bon. On ne fait pas de parisianisme aigu, mais là, on va s'intéresser à Notre-Dame de Paris, tout un symbole. Son incendie, c'était en avril dernier. 4 mois donc plus tard, des syndicats, des associations demandent le confinement du chantier. La CGT met en avant les risques de pollution. Le candidat Europe Écologie Les Verts à la mairie de Paris, c'est David Béliard. Il a réclamé, lui, la mise en place d'une cartographie en temps réel de la pollution en plomb sur le même modèle qu'Airparif. Tous les deux étaient la CGT et le candidat Europe Écologie Les Verts était sur le plateau de LCI ce matin. Il y a certainement un conflit de calendrier entre la loi qui a été adoptée sur la construction de Notre-Dame et ce que nous disons. Mais nous, ce que nous disons, c'est que ce qui compte avant tout, c'est la santé des habitants, la santé des travailleurs, la santé des touristes, de tous les gens qui sont exposés. Et donc il y a une vraie source de contamination, il ne faut pas le nier. Et donc il vaut mieux être le plus précautionneux possible et donc prendre toutes les mesures qui s'imposent. Pourquoi en fait ce chantier a été ouvert alors que nous avions des incertitudes sur le niveau de pollution et notamment sur le niveau d'exposition des personnes qui travaillent sur ce chantier? C'est toujours la même chose, c'est qu'à partir d'un moment, en fait, lorsque nous interpellons la préfecture et que nous n'avons pas de réponse ou que nous interpellons l'ARS ou que nous avons des réponses insuffisantes, ça pose un sujet. Et d'ailleurs, l'inquiétude des syndicats, elle est légitime. Et la proposition des syndicats, même si ce n'est pas forcément la proposition technique qu'il faut adopter, elle est légitime. Alors, il y a la pollution, comment tout dépolluer, et puis le confinement, parce que ça c'est le symbole de Notre-Dame. Est-ce que c'est possible de confiner un chantier? Alors, vous n'êtes pas des spécialistes, vous n'êtes pas architecte, mais voilà, mettre Notre-Dame sous cloche le temps d'effectuer les réparations. Vous, alors, vous êtes l'élu de Paris, vous avez peut-être une idée un peu plus précise? Non, moi je ne suis pas technicien dans ce domaine. Tout ce que je sais, c'est qu'on a suivi dans notre arrondissement, le 17e arrondissement, le chantier du tramway. Alors, ce n'était pas le chantier de Notre-Dame, mais dans la chaussée, sur le 17e arrondissement, il y avait les taux en teneur de plomb les plus élevés de Paris. Bon, il a fallu interrompre le chantier pendant près d'1 an. Ça a évidemment reporté l'ouverture du tramway. Mais on a fait le nécessaire. Et il y a effectivement eu confinement. Il y a effectivement eu confinement de la chaussée, total. Parce qu'il y a un certain nombre de riverains, il y a un certain nombre d'associations qui ont fait en sorte qu'on découvre cette opération. Bon, là, on est dans une opération un peu différente. Moi, je ne suis pas technicien, je ne sais pas s'il faut confiner Notre-Dame. En tout cas, le chantier a été arrêté à la demande du préfet de région, Michel Cadot, donc ça a été fait. Moi, j'aimerais bien aujourd'hui entendre Madame Hidalgo pour savoir quelles sont les préventions qui ont été prises, notamment dans ce qui est de la responsabilité de la ville de Paris, c'est-à-dire les écoles qui sont tout autour. Ça, c'est de la responsabilité de la ville de Paris. Pas le chantier qui est de la responsabilité de l'État, mais tout ce qui est autour est de la responsabilité de la ville de Paris. Or, moi, je n'ai pas entendu Madame Hidalgo sur ce sujet. Moi, j'entends M. Béliard, mais je ne vais pas me mettre en avant, mais je suis le premier à avoir posé la question au préfet de M. Cadot au Conseil régional. Il est venu au mois de mai, si je me souviens bien, et j'avais posé une question spéciale justement sur Notre-Dame. Il nous avait donné des chiffres inquiétants. Pendant l'incendie, 300 tonnes de plomb ont fondu. C'est ça qui donne cette pollution, c'est ce plomb qui est fondu. D'après ce que nous avait dit le préfet, qui s'est quand même exprimé très largement, j'étais donc parfaitement au courant du très gros problème que cela implique, et tous les professionnels et tous ceux qui dirigent ce chantier prenaient leurs précautions. Alors c'est un peu démagogique de la part de M. Béliard de venir aujourd'hui dire il faut confiner Notre-Dame, comme à Tchernobyl, c'est ridicule, parce qu'en plus, maintenant, sur les verrières de Notre-Dame, il n'existe plus ce plomb, il a fondu. Et donc, il n'y a plus raison de confiner. Il faut traiter le plomb qui a fondu et qui a été répandu à l'occasion de cet incendie. C'est là toute la question, c'est comment nettoyer
Oui, sauf qu'il y a quand même le problème des travailleurs qui sont sur le chantier. C'est la raison pour laquelle le préfet a suspendu les travaux de réfection de Notre-Dame, puisque précisément ceux qui travaillent à l'intérieur sont encore soumis à ces affaires. Donc, il n'y a pas que les riverains, il n'y a pas que les touristes, il y a aussi les travailleurs. Je ne pense pas que la solution du confinement, aujourd'hui, soit la bonne sur le plan technique. Mais la mise en sécurité des travailleurs sur le chantier est extrêmement importante. Vous avez parfaitement raison. Alors moi, permettez-moi de ne pas avoir d'avis sur les moyens techniques à mettre en œuvre à Notre-Dame, pas plus qu'on était juge tout à l'heure. Je pense qu'on peut s'ériger en grand technicien de la restauration et de la mise en sécurité de ce bâtiment. Ceci dit, je voudrais profiter, petit flash sur les fonctions de maire, pour rappeler qu'en dehors de Notre-Dame de Paris, qui est un cas un petit peu particulier, mais dans les communes dont on parlait tout à l'heure, les églises sont patrimoine de la commune, et donc une partie du budget de la commune va également dans l'entretien des églises, ce qui coûte une somme absolument extravagante, puisque on le voit de manière très très forte avec Notre-Dame. Enfin, ce sont quand même des patrimoines qui font la richesse de la France, je pense, dont il faut prendre soin et qui sont particulièrement compliqués à entretenir et à restaurer. Voilà, donc je voulais aussi rappeler que ça faisait partie, à part en Alsace-Lorraine, et que ça faisait partie du patrimoine communal auquel il faut vraiment faire attention. Pour celles qui ont été construites avant 1905. Pour celles qui ont été construites avant 1905, bien sûr. Et on peut ajouter qu'à Paris, Madame Hidalgo, elle, a totalement délaissé l'entretien des églises parisiennes. Grégoire Verrière, est-ce que vous avez un avis là? C'est la question, c'est comment tout nettoyer. Alors on n'est pas des spécialistes, oui, non, je suis mais pas, c'est quand même, c'est vrai que c'est la réponse. En tout cas, la priorité absolue, c'est la santé de ceux qui travaillent et vivent autour de Notre-Dame. Ça, je pense qu'on est tous d'accord. Et que il faut prendre les mesures qui s'imposent. Si il faut couvrir Notre-Dame, moi, j'y vois pas d'inconvénient. Si c'est ça va en faveur de la santé de nos concitoyens. Par contre, on peut élargir le sujet sur... là, on parle de la pollution de l'air. Il y a aussi une pollution en France qui fait 45 000 morts par an. C'est la pollution aux particules fines. Et on parlait des municipales, d'écologie tout à l'heure. Voilà une question cruciale qui sera au centre justement des discussions dans les municipales. Et vous voyez bien à quel point l'écologie n'est pas juste un petit délire de bobo de centre-ville, mais concerne bien le quotidien des gens et la santé publique. Personne n'a dit ça. Parce que 45 000 morts, mais 45 000 morts par an aux particules fines, Monsieur Verrière, j'ai été candidat tête de liste pour le Front National au municipal de 2014 à Paris. Et nous avons appris à ce moment-là que dans le métro, ce qui polluait le plus et qui produisait le plus de particules fines, c'était les freins du métro. Et il y avait des dispositifs industriels français qui avaient été créés, et depuis cette époque-là, de 2014, rien n'a été fait pour supprimer, par exemple... Il y a des nouvelles lignes qui ont été mises en place qui ont amélioré la situation quand même. Pour les nouvelles rames qui ont été mises. Mais pour toutes les rames anciennes, rien n'a été fait. Il y a quand même un effort du Conseil régional qui a été fait, il faut le souligner, de manière objective. Bon, alors il reste encore pas sur ces émissions de ces particules. Sur un certain nombre, si. Mais il reste encore un taux de pollution dans le métro parisien qui est extrêmement élevé. Voilà. Bon, avant de changer de thème, et puis puisqu'on parle d'environnement, il y a une dépêche qui vient de nous parvenir. Juillet 2019, ça a été le mois le plus chaud jamais mesuré dans le monde. Là, on ne parle même plus de la France ou de l'Europe, c'est dans le monde. C'est l'agence européenne qui nous donne cette information. Mais il est absolument certain que toutes ces questions d'écologie, je disais à Madame le maire de Chevreuse, quand vous défendez l'école de votre village, de votre petite ville, vous faites évidemment de l'écologie. Ça va être la question transcendante des 10, 20, 30, 40 années qui viennent, c'est absolument certain. Il faut que les responsables politiques prennent ces questions. Moi, je pense personnellement... Et rompt avec une économie qui est aujourd'hui prédatrice. Je le vois avec la question du CETA qui a alimenté les débats. Les traités de libre-échange, si on veut demain avancer une vraie politique de transition écologique, c'est terminé. Je m'inscris totalement en faux là-dessus. Tout cela va devoir le libre-échange, c'est précisément la défense de l'environnement et de l'écologie. Arrêtez, toutes les... Là, on va partir sur un autre débat. Tous les pays l'esclavagisme moderne dans les pays en Asie, en Amérique du Sud, c'est le précariat et la destruction des écosystèmes. Tous les pays qui ont choisi la fermeture
du commerce, la fermeture politique, parce que ça va souvent en même temps. Fermeture du commerce. Ce sont les plus grosses catastrophes économiques. Personne ne parle de fermeture Regardez du ce qui s'est commerce. passé en URSS. Regardez ce qui s'est passé en Chine. C'est une catastrophe environnementale dont personne ne parle. La discussion est mal partie. Bien plus importante que chez nous. Allez, on va C'est très intéressant. On l'a fait d'ailleurs toute la semaine dernière avec le CETA et tous les. Mais bon, là, on va avancer un petit peu dans l'actualité. Je ne sais pas si vous avez vu ce chiffre. La nouvelle loi sur les harcèlements sexistes dans la rue ou les transports a donné lieu à plus de 700 contraventions. Alors c'est une avancée dont les associations féministes dénoncent cependant les limites. On se souvient de ce que disait Marlène Schiappa. C'était en novembre 2017. La loi, on le rappelle, est entrée en application il y a un an. Le but de cette grande cause du quinquennat, c'est de faire en sorte que cette situation actuelle, elle ne soit plus tolérée. Les chiffres ne bougent pas. Il y a toujours une femme qui meurt tous les 3 jours sous les coups de son conjoint, de son ex-conjoint, depuis longtemps, quel que soit ce qui est fait par les responsables politiques. Ces mouvements de libération de la parole nous ont permis de voir quelle était l'ampleur d'un certain nombre de violences envers les femmes. Bien, ces chiffres, est-ce que le gouvernement a atteint son objectif? C'est de la com. Il y a certaines associations féministes qui disent que c'est purement de la com. Et puis, est-ce que les contraventions sont dressées partout, sur le territoire national, ou bien il y a des zones peut-être qui en sont Vous allez me renvoyer à ma ruralité. 700 condamnations, ça fait sourire, je pense. Mais je pense qu'il ne fallait pas attendre plus de cette loi qui avait le mérite, à mon avis, de prendre en compte cette situation. Je suis quand même très dérangée par le fait qu'on mette sur le même plan le harcèlement de rue et les féminicides. Pour moi, c'est Marlène Schiappa qui parlait ainsi en novembre 2017, effectivement. Voilà, je pense que ce sont deux problèmes et le problème du féminicide devra certainement être traité avec beaucoup plus de gravité que le harcèlement de rue. 700, et je pense qu'on parlait au début de nos échanges de l'activité intense des fonctionnaires de police et de gendarmerie. Je pense qu'ils ont peut-être pas forcément non plus les moyens à disposition pour gérer en plus ce harcèlement de rue qui aura... Enfin, je pense qu'il faudra attendre. Les années feront évoluer les mentalités, mais sans chercher absolument à excuser quoi que ce soit, mais on a certainement une évolution de notre mentalité un peu latine. Chacun à prendre en considération. Bon, la loi existe, je ne suis pas sûre qu'elle puisse vraiment apporter grand-chose dans ce domaine-là, si ce n'est de la sensibilisation et effectivement parler de cette question. Non, moi je crois que la loi était nécessaire. D'ailleurs, elle a permis, c'est un peu comme la loi anti-casseurs de tout à l'heure. Comparaison n'est pas raison, mais c'est un peu le même phénomène. C'est-à-dire que ça a permis de faire en sorte qu'on puisse, comment dirais-je, faire en sorte que l'on puisse pénaliser ces atteintes, ce qui n'était pas le cas avant, pour une partie, pas tous bien évidemment. Les insultes ont toujours été pénalisées. Ensuite, oui, mais pas les gestes, pas toujours les gestes. Bon. Là, la loi le permet, ce qui est un peu nouveau. Puis deuxièmement, effectivement, ça ne remplace pas évidemment le scandale qui est quand même cette affaire de féminicide qui est absolument épouvantable. Enfin, on est dans un pays, on est au XXIe siècle, on est dans un pays civilisé et on a les moins bons résultats dans ce domaine des pays occidentaux. Il y a quand même un phénomène français sur le féminicide qui, moi, me dépasse et me dérange profondément. Et je ne crois pas que... alors, la loi est nécessaire, mais comme dans tant d'autres domaines, je ne crois pas qu'il faille tout attendre de la loi uniquement. Il y a des problèmes d'éducation, il y a des problèmes de prévention, il y a des problèmes d'évolution. Un plan de prévention. On est tout à fait d'accord là-dessus, bien évidemment, mais c'est quand même le scandale qu'il faut mettre en exergue dans notre pays. Et se dire que la loi intervient qu'une fois que les faits sont commis, c'est dramatique. La loi, voilà, il faut vraiment, je pense qu'il faut éviter d'avoir à sanctionner. Pour éviter d'avoir à sanctionner, il faut, je pense, en amont, avoir tout un ensemble de dispositifs qui font qu'on n'arrive pas dans ces situations-là. D'éducation et de prévention. Et aujourd'hui, j'ai pas l'impression que l'ensemble des dispositifs, grande cause du quinquennat, bon, il y a eu un petit peu de com autour, mais enfin, il n'y a pas eu énormément d'avancées. En tout cas, sur le féminicide, on est très en retard. Aussi la formation auprès des policiers pour accueillir
pour accueillir dans de meilleures conditions les plaintes des femmes, parce que les policiers ne savent pas toujours traiter. Mais le mal est déjà fait. C'est important, parce qu'on a beaucoup de femmes qui n'osent même pas. Mais le mal est déjà fait. Il faut être dans le préventif et non on est déjà dans les conséquences, pas dans les causes, pas dans le traitement. Mais alors ça c'est une avancée, parce qu'effectivement dans un certain nombre de commissariats, il y a maintenant quelqu'un qui est préposé à l'accueil des femmes, et ça fonctionne plus ou moins bien. Il n'y en a pas assez, je suis d'accord. Allez, le mot de la fin. Très court. Très court, je sais pas. Ah bon, c'est l'avocat qui parle. On va voir le fonctionnaire de police, c'est que l'infraction, c'est que le geste, l'insulte a déjà été commise. Vous pouvez porter plainte déjà. Oui, je suis d'accord. Mais nous vivons dans un pays, en 2019, en France, où on a été obligé de réprimer ces gestes-là, où ce taux de féminicide est extrêmement important. Vous le disiez, vous, tout à l'heure, c'est une question d'éducation, d'éducation de départ. Et on n'a pas le temps d'en parler aujourd'hui, c'est ça qu'il faudrait entièrement revoir. Merci, parce qu'on a un petit peu le portrait robot, si l'on peut dire, de ceux qui commettent ces féminicides. Merci beaucoup pour ces commentaires de l'actualité de ce lundi 5 août. Restez avec nous, la météo, le KT+, à suivre.